quand on enlève l'emballage primaire de présentation au consommateur, j'entends. Euh, on, on enlève a priori un certain nombre de fonctions qui sont quand même pas neutres, hein. L'emballage, c'est pas du décor. Ça peut l'être, mais c'est pas que du décor. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctions. Et donc, on enlève une part de la confiance potentielle des consommateurs sur des produits qu'ils achètent emballés depuis 90 ans. Et donc, il faut reconstituer tout ça, et c'est une nécessité par ailleurs sanitaire. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé depuis le départ sur les sujets de l'hygiène, sur les sujets de la traçabilité, mais aussi en parallèle sur les sujets de la compétitivité. Nous partons du principe que c'est pas parce que c'est vertueux que ça doit être plus cher par définition, parce que si c'est plus cher, il n'y aura pas de marché. Donc, loin d'être des discounters, ce n'est pas notre sujet non plus. Pour autant, nous souhaitons qu'un produit soit dans son marché de qualité-prix. Donc, il faut qu'on ait un travail sur la compétitivité, d'où l'organisation globale que vous allez voir après. Et puis, évidemment, parce que l'entreprise est née pour ça, on a besoin d'avoir un impact et d'exprimer cet impact auprès des consommateurs. Donc, je vous parlerai tout à l'heure d'un élément de mesure qui, chez nous, est important, qu'on a mis en place depuis 2018 et qui est important parce qu'il est aussi impliquant pour nos partenaires fournisseurs. Et puis, pour arriver à faire tout ça et le faire dans un schéma qui est quand même très orienté sur la distribution de proximité, c'est le sens des épiceries Day by Day sur lesquelles je vais revenir, on a dès le départ mis en place un schéma qui nous permet d'avoir une maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Donc évidemment le sourcing, on fait du conditionnement circulaire pour une partie des PGC dans notre centre de Dreux, on assure la logistique et on développe les concepts marchands, notamment au travers de l'enseigne Day by Day. Voilà, s'il n'y a pas de questions à ce stade, j'avance un tout petit peu, mais n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, on pourra rentrer dans le détail. Alors, quand je dis qu'on est sur la première slide opérateur du vrac et du réemploi, bah, finalement, c'est parce qu'on a quatre grands métiers ou quatre grands groupes de métiers. D'un côté, évidemment, on développe la gamme complète la plus large possible. Dit large et pas forcément profonde, hein. Selon les catégories, comme c'est beaucoup de proximité, la profondeur n'est pas forcément très grande, elle est variable selon les catégories. Mais une gamme complète en largeur de PGC. Donc, à date, on a plus de 750 références différentes, sachant qu'on n'en a pas beaucoup dans les liquides. Et on couvre de l'épicerie, salée, sucrée, on couvre de la droguerie. On a été parmi les premiers à développer des grandes gammes de droguerie et on couvre de l'hygiène. Droguerie et hygiène n'étant pas nos sujets de ce matin. Nous ne sommes pas en 100% bio, ce qui a souvent surpris. Mais pour reprendre une expression dans un célèbre film d'il y a 30 ans, faire la niche de la niche de la niche, c'est quand même compliqué à développer sur le marché. Donc on a considéré qu'à partir du moment où nous demandions aux consommateurs de faire un chemin vers une habitude nouvelle qui était de réacheter, enfin renouvelle, qui était de réacheter des PGC en vrac et en consigne, bah, leur faire en plus le chemin de n'être que bio, c'était quand même un chemin compliqué et je pense qu'on a eu raison sur le temps. En tout cas, le temps nous a montré qu'on n'avait pas tort. Et donc, on a une répartition de notre offre qui est à la fois en conventionnel et en bio, sachant que comme nous nous adressons à de la proximité majoritairement, donc à des petites surfaces, il n'y a pas de doublon. Camille, tu me corriges si je dis une bêtise, mais de mémoire, nous n'avons qu'un seul produit qui est doublé en tant qu'unité propre de besoin qui est doublé en bio et en conventionnel, c'est l'amande. C'est ça, Voilà. exactement. Après, Et on il a n'y le en a pas café, d'autres. mais Voilà. c'est pas exactement le même Mais c'est café. pas le même café, c'est-à-dire que Ouais, l'amande est vraiment la seule unité qui est doublée en bio et en conventionnel ouais, en tant tout que à telle. fait. Mm. Après, on a des farines bio et des farines conventionnelles, mais ce ne sont pas les mêmes farines, C'est par ça. exemple. Euh, Point important parce qu'on l'est depuis la création en 2013, la logistique est centralisée pour l'ensemble des boutiques, ce qui est une absolue nécessité organisationnelle et économique quand on fait de la proximité. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée à un approvisionnement direct dans certains cas, sur certaines catégories, pour certains magasins. D'ailleurs, je sais qu'il y a dans l'assistance ce matin certains d'entre vous qui travaillent avec quelques magasins qui sont à proximité de leur centre de production,
Mais c'est vraiment dans des cas assez spécifiques où on est proche du magasin concerné, parce que là encore, on est sur des petites volumétries, c'est de la proximité et donc le personnel est réduit, donc il faut optimiser l'ensemble des éléments pour vous comme pour le magasin. Et donc la centralisation est vraiment ce qui permet et d'optimiser la compétitivité de l'ensemble et de limiter les ruptures. C'est pas toujours possible. Je pense par exemple à un certain nombre de produits frais où c'est pas forcément simple, mais c'est vraiment notre vocation. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans un magasin Day by Day, 93-94% de son offre globale est centralisée. Et quand je dis 93 ou 94%, c'est parce que certains font un peu de fruits et légumes frais, et ça, ils le font en local. Pour le reste, c'est ultra majoritairement centralisé. On a un point particulier qu'on a développé depuis l'origine. Nous sommes basés à Dreux, donc entre Chartres et Paris. Et donc, nous organisons une logistique circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les magasins qui sont dans le périmètre des départements que je vous indique, donc Île-de-France, 28, 27, 61, qui nous entourent, nous livrons le vrac dans des trémies déjà remplies. Elles sont pleines, elles sont tracées, elles sont livrées en l'état et nous reprenons les trémies vides à chaque passage. Et puis nous avons développé il y a 12 ans maintenant un centre de lavage dédié qui ne s'occupe que des trémies, des bacs et des bocaux, qui nous est dédié et qui est à proximité de notre logistique. Et donc, on a cette circularité complète où ça nous permet de faire l'ensemble du schéma, livraison de trémies pleines, reprise des trémies vides, lavage, re-remplissage, traçabilité, et on boucle le cycle de manière indéfinie. Et c'est pour ça qu'on est en parallèle centre de conditionnement circulaire, où depuis très 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 longtemps, depuis 2014 précisément, on remplit, donc depuis le deuxième magasin pour faire court, on remplit les bacs et les trémies pour le vrac de manière centralisée. Et depuis presque 3 ans maintenant, on remplit aussi des bocaux pour la vente en consigné, bocaux qui sont également repris, lavés, puis re-remplis, puis retracés, etc., etc. Et enfin, parce que je vous disais que la notion de confiance est importante, on a développé des outils qui sont dédiés à ces des métiers. Alors plein d'outils différents, toutes les formations nécessaires, et c'est pas forcément simple pour un commerçant que d'exploiter le vrac ou la consigne. Il y a des méthodos, des process, des réglementations qui peuvent être particulières. Et donc pour ça, on a tout le panel des formations nécessaires, mais aussi on a développé un certain nombre d'outils informatiques qui nous permettent d'augmenter la présence de la bonne information auprès du consommateur, la sécurisation réglementaire de l'ensemble de la chaîne de valeur et parallèlement de faire tout ça en simplifiant la vie des exploitants en magasin. Je cite notamment le logiciel Étiquette qui nous permet depuis 2014 de mettre en place les étiquettes INCO avec l'ensemble de l'information produit de manière toujours up-to-date, puisque c'est en mode SaaS, imprimée par les magasins à chaque besoin. Vous savez, ces étiquettes carrées hein, qu'on colle sur les bacs et les trémies. Donc ça, c'est quelque chose qui existe chez nous depuis longtemps. Alors, il y a tout dessus, hein. Il y a à la fois le produit, le fournisseur, la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles, les origines, voilà. Et on a en place un outil de traçabilité qu'on a mis en place depuis 2020, qui est une application qui permet de gérer la traçabilité de bout en bout sans jamais faire de ressaisie et en l'historisant systématiquement sans action supplémentaire. Ça veut dire que il nous est arrivé, vous connaissez ça par cœur, ça arrive de temps en temps, d'avoir la nécessité de faire un retrait ou retrait et ou rappel auprès des consommateurs parce que je peux citer un truc tout bête, par exemple la présence de datura dans de la farine de sarrasin, une suspicion. Bah, s'il y a une suspicion, il y a un retrait rappel. Entre le moment où on est averti et le moment où le produit est retiré des magasins et l'information de rappel donnée au consommateur, il se passe entre 1 et 2 heures. Parce qu'on a mis en place l'ensemble de ces systèmes, ce qui évidemment peut apparaître très surprenant pour du vrac comme pour du préemballé. C'est très 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 rapide. Voilà, je n'ai pas de questions à ce stade, j'avance d'un cran. Alors, toujours dans notre métier, je vous ai donné nos 4 métiers. Maintenant, auprès de qui on commercialise cette fonction de fournisseur circulaire.
aussi bien pour le vrac que pour la consigne. Bah, d'abord, toute une branche retail. Un autre métier, c'est le B2B2C, ce n'est pas du B2C direct. Donc, dans la branche retail, essentiellement des commerces spécialisés au travers de la franchise qui s'appelle Day by Day. Day by Day est une enseigne intégralement franchisée. Il y a évidemment un magasin propriétaire, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Et puis, au travers des GMS, soit parfois en marque blanche pour les produits et pour les fournisseurs, évidemment qui ne sont pas en distribution sélective, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais soit sous des formats shop-in-shop que nous exploitons, qui sont en test. On les a beaucoup fait évoluer au cours des dernières années. On en a 2 qui sont en test chez Carrefour et chez Auchan, où là, c'est sous l'enseigne des Day by Day en shop-in-shop avec service. On travaille aussi pour des gens qui font du e-commerce, et notamment de la livraison à domicile et un peu de click and collect. Et puis on fournit aussi un peu de food service, à la fois pour ce qu'on appelle de l'hôtellerie réceptive, donc c'est plutôt des gens qui font des séminaires, et puis de l'office snacking, c'est des gens qui mettent en place du snacking dans les bureaux, principalement dans les grands cabinets d'avocats ou dans les grandes entreprises informatiques. Je vous parlais tout à l'heure de maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Voilà un petit schéma récapitulatif qui vous permet de comprendre comment on fonctionne. Il y a toute une partie qui est assez classique finalement, hein. Il y a des gens comme vous qui produisent et qui transforment, ou près de qui on achète. À partir de là, on va conditionner pour le vrac ou pour la consigne, organiser la logistique, et puis derrière, faire la livraison, soit de magasins, soit de pure player, soit de food service, qui, eux, vont se charger de consigner les contenants auprès des consommateurs. Alors, contenants pour le vrac, il y a un certain nombre en magasin de contenants vides à disposition des consommateurs, ou bien contenants pré-remplis, consignés et qui reviennent. Donc, que ce soit en e-commerce ou que ce soit en magasin, dans les 2 cas, ce sont les acteurs qui sont au plus près du consommateur qui organisent la consigne et la reprise. Donc, il y a tout un schéma derrière d'identification qui fonctionne assez bien. Et à partir de là, nous, on fait la reprise des vides qui passent sur notre centre de lavage et qui revient dans notre centre de conditionnement et de logistique. Donc, c'est un schéma assez complet qui, pour l'instant, n'existe pas ailleurs en l'état, à la fois sur l'ensemble de ce périmètre de métier. À mon grand regret, hein, parce que plus on s'amènera à faire les choses, plus ça s'étendra vite et bien. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est unique, que je n'ai pas, et peut-être certains d'entre vous connaissent d'autres choses, mais que je n'ai pas vu d'ailleurs ailleurs, ni en Europe, ni dans le monde pour l'instant, sur un modèle complet et intégré comme celui-là. J'abordais tout à l'heure le fait que nous devions mesurer nos impacts. Alors, j'allais dire, c'est pas une banalité, c'est une nécessité, mais tout le monde aujourd'hui travaille sur ces impacts carbone notamment. Nous, on a une promesse auprès de nos clients et des clients de nos clients qui est un peu différente et complémentaire, euh, qui est de dire, et vous l'avez vu dans notre mission principale, ce sur quoi nous travaillons, c'est quand même de permettre la réduction massive du gaspillage, d'un côté des matières premières consommables ou des produits consommables par le vrac, l'achat de la juste dose, et de l'autre côté, des contenants et de la fin de vie qu'il peut y avoir sur les contenants. Ça, c'est bien, mais si on ne le démontre pas, c'est une promesse dans le vide. Et si nous-mêmes, on ne le mesure pas, assez vite, on peut se démotiver en disant, mais est-ce que tout ce qu'on fait, parce que vous imaginez bien que tout ça, c'est énormément d'efforts à mettre en place et à maintenir, est-ce que toute cette énergie, est-ce que tout ce temps, est-ce que toute cette attention, c'est pas dans le vide? Et donc, on a mis en place depuis 2018 un modèle de mesure très précis et qui implique nos fournisseurs, on est assez à cheval là-dessus, mais un modèle de mesure très précis qui s'appelle l'IRE et qui est l'indice de réduction d'emballage. On n'a pas été très créatif sur le nom. Donc, quel est le principe? C'est de mesurer pour chaque produit que nous commercialisons la différence entre la masse d'emballage par kilo, primaire, secondaire, que le produit
via notre système, vrac et ou consigne, et la masse d'emballage par kilo de matière qu'il aurait dans le format préemballé le plus vendu du même fournisseur, le même produit, le même fournisseur. Donc c'est une mesure propre. Alors évidemment, vous pouvez dire, c'est bien les gars, mais les gens, ils servent dans les magasins pour une partie d'entre eux, dans des sachets en papier qui ne vont pas être réemployés. Alors on les réinjecte dans notre mesure et on les moyennise sur l'ensemble des produits, de manière à ce que ça soit parfaitement faire et parfaitement équilibré. Donc vous voyez, la mesure, elle est assez simple, hein. Dans un cas, j'ai du vrac, j'ai un sachet, par exemple, de 2,5 kg ou 5 kg de pruneaux qui est mis par un ou par deux, souvent par deux dans un carton. Et de l'autre côté, j'ai des sachets de 250 ou 500 grammes, selon le plus vendu par le même partenaire, qui est mis lui-même dans des cartons. Ben voilà, quand on fait la mesure, on a derrière un écart. Et c'est cet écart qu'on va non seulement mesurer, mais indiquer à notre client sur chaque étiquette Inco, notamment pour les frémis et les bacs de vrac. Il y a des petites planètes qui disent ben, en achetant ce produit et dans un contenant réemployable, tu permets d'économiser entre jusqu'à 20% de la masse d'emballage, et puis jusqu'à 40%, et puis jusqu'à 60%, etc., jusqu'à 100. Nous, on a un chiffre précis et on donne une fourchette à nos consommateurs. Derrière tout ça, ben, la mesure qu'on en fait, vous le voyez, c'est que sur l'ensemble de nos ventes, sur le mix, il y a des disparités hein, entre les produits, très clairement, mais sur l'ensemble de nos ventes sur le mix, on arrive à réduire de 72% la masse d'emballage mise sur le marché. Et ça, on le fait ensemble. Alors pourquoi je dis que c'est important de vous impliquer? Ben, parce que pour pouvoir comparer ces données, on a besoin que vous nous les fournissiez. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, mais disposer de ces données-là, et aujourd'hui pour les déclarations de toute façon légales, vous les avez, disposer de ces données-là est absolument indispensable pour pouvoir faire la mesure et la transmettre à nos clients et aux clients de nos clients. C'est un attendu. Voilà, les gens veulent bien faire des efforts, mais ils veulent savoir si ça paye. C'est un attendu. Le fait qu'un produit n'ait pas un IRE très très bon au début, on en a quelques-uns, c'est pas forcément rédhibitoire. L'important, c'est savoir d'où on part, et puis dans le temps, d'essayer de voir ensemble comment on peut travailler pour améliorer l'IRE. Mais il faut avoir une mesure de départ. Et ce n'est pas forcément rédhibitoire que d'avoir un IRE dans lequel on se rend compte que finalement, en passant en vrac, par exemple, on ne réduit que de 8% la masse d'emballage. C'est un point de départ. Voilà, mais au moins on le sait. Mais c'est vraiment un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce que pour nous, il est absolument essentiel. Euh, Peut-être, si vous le voulez, rapidement aborder quelques éléments de marché. Alors là, je vous ai remis quelques projections officielles. Donc, vous avez deux tableaux qui sont issus d'études de Nielsen IQ. Le tableau de gauche, c'est la toute dernière qui est parue au début du mois, à l'occasion du mois du vrac et du réemploi, et qui est intéressante. Elle est complète, je vous invite à la consulter au travers de l'association Réseau Vrac et Réemploi, mais j'ai repris uniquement ce tableau-là qui donne un peu un état d'attention de la population sur ces sujets. Et on voit un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'après des années finalement assez détournées du vrac avant, on va dire 2014, puis des années avec un fort regain, une forte croissance sur ces notions-là et sur ces marchés-là jusqu'en 2021. Depuis 2021, c'est un marché qui était totalement en berne et qui avait perdu, et on le voit sur la courbe à droite, 50% de sa valeur et de son attrait. Il y a eu des tas de sujets, on les a tous vécus. Bon. Il se trouve que sur l'année 2025, et on le voit un peu partout, la pénétration du vrac et de la consigne commence à réaugmenter. Et donc, il y a une vraie projection intéressante sur ce sujet, où quand vous prenez le tableau qui est en haut à droite, on voit que dans les projections de Nielsen IQ, finalement, ces marchés qui sont descendus vont progressivement remonter jusqu'à 2, puis 3, puis 4 milliards. Je me suis arrêté à 2035 dans la première projection.
Et ce qui est intéressant dans cette logique-là, c'est de se rendre compte que finalement, le réemploi, il est de plus en plus intégré dans la vie des gens. C'est dans les PGC qui tardent le plus à se mettre en œuvre, et c'est très logique parce que c'est de l'ultra-convenience. Mais quand ils font des achats en ligne et qu'ils renvoient les colis, et vous en faites, et j'en fais un certain nombre, j'imagine, on voit qu'il y a près de 80% des gens, et c'est un taux en croissance, qui ont l'habitude déjà de réemployer l'emballage. Donc, ce n'est pas un truc totalement antinomique que de réemployer de l'emballage. Et ce n'est pas un truc totalement pénible. Il y a des habitudes qui se prennent. Et on voit là que sur la dernière année 2025, on a déjà un taux de pénétration du vrac ou de la consigne de 32%, avec une vraie croissance qui est en train de se faire. Alors, 32% qui ont fait soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein. Le petit tableau en bas à droite est aussi très intéressant parce que ça démontre quand même qu'un certain nombre de nos institutions travaillent sur le sujet. C'est très, très sommairement, mais c'est juste pour avoir des notions clés. Une étude qui avait été faite par Strand Strategy en 2024 et qui disait que sur les impacts de réduction potentielle d'emballage mis sur le marché, qu'est-ce qui se passe dans différents secteurs d'activité alimentaire selon les différentes tendances et scénarios. Et si on regarde ce qui se passe entre 2018 et 2024, la tendance globale, on voit qu'elle était à une croissance très très forte. Et France Stratégie avait scénarisé à ce moment-là le fait que si on arrive à développer de manière importante, notamment le vrac, et à ce moment-là la consigne n'est pas encore en très fort développement, elle accélère depuis, si on arrive à le développer de manière très forte, en fait finalement on réduit la tendance volumique de 25%. Donc, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons tous, il est assez probable que peu à peu, les règles, même si on sait que la PPWR est un tout petit peu moins pressante que AGEC, mais il est assez probable, et on voit les capacités rapides maintenant de retournement des actions européennes, il est assez probable qu'on remette un coup de vis dans les années qui viennent pour arriver à atteindre ces objectifs qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Moi, j'ai une question, peut-être, si vous permettez. Avec plaisir. Je suis Alban Métro, je suis le président de l'AREA Île-de-France. Oui. Merci pour la qualité du support. Alors, le vrac a plusieurs vertus. Au moins une, c'est de dynamiser la politique RSE des fabricants ou des distributeurs, ou les deux en même temps. Oui. On oppose parfois la RSE à la logique économique parce que ça nécessite de mettre en place des actions plus onéreuses, moins rentables, ou de faire des audits, etc. etc. J'ai pu sentir frémir ici et là chez certains de mes clients dont je collecte moi le marc de café, donc je suis un acteur de la RSE chez mes clients. J'ai pu, disais-je, sentir frémir un recul de l'hygiène de vie RSE au profit de décisions plus économiquement viables face à des problématiques économiques de rendement. Est-ce que dans votre environnement, vous avez ressenti la même chose et est-ce qu'il y a selon vous un risque pour des raisons de coût économique de la transformation des entreprises, du fait que votre activité soit, pas en recul, mais moins dynamique chez vos clients? Alors oui, forcément, à partir du moment où il y a eu des bouleversements sociologiques relativement temporaires, hein, assez forts, qui sont en post-Covid et post-inflation Ukraine, on a vu finalement, c'était français, mais pas que, c'était vrai en Amérique du Nord, c'était vrai en Allemagne, c'était vrai en Belgique. On a vu la capacité d'effort dans la consommation d'un certain nombre, d'une grande majorité de consommateurs reculer. Et vous l'avez dit, l'action RSE, elle demande de l'effort de tous. Elle demande de l'effort des entreprises, elle demande des transformateurs et des producteurs, elle demande un effort des commerçants, distributeurs, elle demande un effort des consommateurs. Et donc, on a vu cet effort être globalement inassumable pour une majorité de la population, mais de manière brutale. Nous, ce qu'on a vécu, c'est que autant pendant les confinements, on n'a pas eu du tout de problème d'effort des consommateurs. Pourquoi? Pour une raison toute bête, c'est qu'ils avaient du temps pour faire les choses. Autant à partir de l'entrée en couvre-feu, donc on est là en septembre 2021, l'entrée en couvre-feu retire des magasins 50% des consommateurs en 24 heures. Brutalement. Donc ça c'est fait. Maintenant, on voit progressivement. Et quand on suit d'autres marchés parallèles qui ont été des marchés de transfert,
on voit progressivement que cette tendance, elle se réinverse. Et les chiffres de 2025 mesurés par Nix Analytics sont vachement intéressants parce qu'ils tentent à montrer ça. Et ce schéma, il se réinverse avec à la fois des consommateurs qui sont prêts à refaire un bout d'effort, mais s'ils y voient une vraie contrepartie. C'est pour ça que j'insiste aussi sur la compétitivité. Nous, on travaille toujours avec une recherche d'optimisation à tous les niveaux et de compétitivité. Hein, ça ne veut pas dire qu'on dit à nos fournisseurs, tu vas porter l'effort. On dit, on va regarder ensemble comment tout le monde peut vivre correctement des choses, mais rester compétitif sur le marché et pas demander aux consommateurs de faire et un effort de temps et un effort d'argent. On ne peut pas faire les deux. Donc on fait très attention à ça et on fait très attention aussi à pouvoir lui donner l'information sur le bénéfice sociétal de son effort, de manière à ce que d'un côté il soit globalement économiquement gagnant par le biais de l'achat qu'il fait en prenant un peu de temps, et de l'autre côté, gagnant statutairement par le bénéfice sociétal qu'il peut revendiquer. Mais oui, c'est un effort, il y a des difficultés, le marché n'est pas encore retourné. Maintenant, sur le vrac en particulier, depuis 2003, il y a déjà eu trois vagues de forte pénétration puis de retrait. Et à chaque fois, c'est monté d'un cran. Le vrac faisait en 2025, 2024-2025, il fait à peu près les mêmes chiffres, autour de 600 millions d'euros de marché terminal. Quand on a démarré en 2013, il en faisait moins de 100. Le vrac PGC, j'entends. Hein. Il en faisait moins de 100. Donc on voit qu'à chaque nouvelle vague, il remonte d'un cran et il gagne du marché, il s'installe. Mais aussi parce qu'on met en œuvre tous les actions de structuration de l'offre, extension de l'offre, professionnalisation, rassurance du consommateur, etc., etc. Mais oui, la RSE peut être compliquée. Elle ne vit pas son meilleur moment depuis 2 ans. Par le biais des nécessités économiques, ça va bouger. Le vrac, comme la consigne demande, vous l'avez dit, un peu plus d'implication, un peu plus d'attention. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à son essor dans la proximité, parce que ça va correspondre à des commerçants qui sont engagés différemment et qui ont des modes opératoires différents de l'hypermarché, par exemple, pour qui c'est bizarrement beaucoup plus compliqué. Enfin, bizarrement non, c'est aussi le taux de personnel pour 100 mètres carrés qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas bizarre. C'est que d'un côté, on est dans un schéma où on doit hyper mécaniser l'action des collaborateurs, donc il n'y a pas de place pour traiter ce genre de choses de manière efficiente. Et puis d'autre côté, on est dans un schéma où on est beaucoup plus au service et au rapport de nos clients quotidiens en proximité et où là, on va organiser l'ensemble du service. C'est pas la même approche en fait. Et c'est pour ça que nous, on fait un peu de GMS grand format, mais l'hyper n'est pas notre axe de développement principal. C'est plutôt des magasins plus petits dans ce type d'enseigne, avec un rapport à la proximité, parce qu'on est persuadé que c'est là où ça va le plus se développer. Mais de toute façon, je vous invite à lire la dernière newsletter de Philippe Gutzmann sur l'évolution des différents marchés. Vous verrez, c'est intéressant, ça va dans ce sens-là. Alors, je peux en parler des heures, hein, donc je ne veux pas vous enfermer là-dedans, pardon. On a une nouvelle question, Didier. Ouais. Christine, Kat, si vous voulez allumer votre micro et la poser en direct. Oui, Voilà. merci. Voilà, Christine Cat, je suis productrice de meringues artisanales près de Fécamp. Ouais. Et en fait, depuis le début de mon activité, ça fait quelques années maintenant, j'ai toujours recherché des emballages compostables parce que voilà, je veux vraiment faire attention justement. Moi, le vrac dans mon activité, j'en ai un petit peu, mais vraiment très très peu. Donc j'essaie d'encourager ça, mais c'est pas forcément Oui, absolument. ça va pas forcément avec mes clients professionnels, mais que ce soit les professionnels ou les particuliers, en fait, je me retrouve là en ce moment vraiment dans un conflit complet parce qu'en fait, d'un côté, j'essaie de trouver des emballages compostables pour que ce soit moins impactant sur l'environnement parce que je peux pas vraiment faire de vrac. Et là, maintenant, je me retrouve obligée d'investir dans des emballages individuels. Donc, vous imaginez les petites meringues qui sont à 5 ou 6, 50 ou 60 millimètres de diamètre. Au lieu de faire des sachets de 10, maintenant, on me demande de faire des emballages individuels. Enfin, donc, j'ai vraiment, je suis d'accord, enfin, je vois vos chiffres et des études qui ont été faites, je trouve que c'est super, mais moi, je ne le vois pas là, à mon niveau. En fait, ça Pas va du tout. dépendre des marchés que vous adressez. Alors, vous avez raison, c'est pas simple, hein, cette histoire. Nous, on a eu des sujets, par exemple, sur les bonbons caramel.
Voilà. Autant du bonbon Haribo, c'est facile à vendre en vrac, ça colle pas. Autant du bonbon caramel, ça peut être très compliqué. Bon, bah, on a des Oui. fournisseurs qui nous font un emballage compostable autour du bonbon caramel, parce que il y a des produits, et on le sait, pour lesquels, de toute façon, il faudra aller vers l'emballage et il faut rester à l'emballage. Il y en a qui sont d'abord, du fait de la loi, emballés, Mhm. en alimentaire ou en non alimentaire. Si on prend par exemple la réglementation sur le lait, faire du vrac sur le lait, c'est interdit, Mhm. pour faire court. Donc c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver des solutions pour que derrière, et l'impact matière première et l'impact résiduel d'emballage ne soient pas fortement réduits. Donc typiquement dans votre cas, nous on a, et c'est comparable, hein, des caramels dans un emballage 100% compostable et emballé à l'unité. Je serais intéressée de savoir où vous avez votre emballage. Alors c'est pas nous qui l'emballons, c'est notre fournisseur, Oui, un breton en l'occurrence. d'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, on m'a parlé de. Enfin, voilà, si j'arrive à monter mon activité, ça serait peut-être de prendre une flow pack. Et à ce moment-là, on peut en effet acheter du ruban compostable. Je pense qu'à un moment donné, c'est Je suis pas encore l'orientation là. qu'il faut imaginer. Voilà, Ouais, sans rentrer dans le détail, mais c'est ouais, l'orientation qu'il faut imaginer. ouais. Et puis pour pour de la fourniture de B2B, où il y a besoin de volumétrie livrée d'un seul coup, il y a de plus en plus de gens qui font, entre professionnels cette fois, hein, pas vers le Mm, consommateur, mm. des emballages volumiques avec des circuits réemployés. Je pense à une boîte comme Pandobac, par exemple, qui fait des choses très bien sur ce sujet-là, D'accord. Ok. y compris avec la grande distribution d'ailleurs. Ah oui, ok. Merci. Je vous en prie. Merci. Pas d'autres Alors, questions? Ah, oui, je vous en prie, encore une question. Philippe, avec plaisir. allez-y. Il y a le micro qui est coupé. Philippe. Voilà. Et on n'entend pas. On n'entend pas. Non. Problème de direct. Ah, Voilà, voilà, c'est bon. c'est bon maintenant. Voilà. C'est bon. Bonjour. Bon, excusez-moi de cafouiller avec mon micro. Je voulais savoir quel était votre circuit de fonctionnement concernant les boissons, et notamment les boissons pasteurisées, puisque nous sommes fabricants de boissons. Alors, aujourd'hui, nous vendons des produits, on vend des boissons, hein, mais on vend des produits qui sont conservables en ambiant. Nous Oui, n'avons pas encore mis en place de logistique du frais. Pour le reste, pour tout ce qui est en ambiant, c'est centralisé à Dreux, redistribué dans les magasins. Sur les boissons qui sont donc dans des bouteilles, alors on a quelques boissons en vrac, mais pas grand-chose, et vous l'imaginez, parce que tout n'est pas vendable en vrac en boisson, loin de là, c'est sans doute le marché le moins adressable en vrac. Mais on a pas mal de produits qui sont consignés, et là, pour le coup, on a contractualisé avec des laveurs de toute la France quand ce n'est pas dans notre périmètre de logistique circulaire, intégralement circulaire. On a contractualisé avec des laveurs et on met en marché des bouteilles qui sont siglées aptes au réemploi. Et à partir de là, bah, on les met en marché, elles sont reprises par les laveurs, elles repartent au lavage et elles rentrent dans les circuits, qui est quand même quelque chose qui va se développer de plus en plus. d'accord. Donc, c'est Mais vous on qui reste vous occupez de laver centralisé les dans le schéma bouteilles. descendant. Alors, Ok, c'est des merci. laveurs en France qui s'occupent. Ouais, parce que le schéma aujourd'hui qui s'est mis en place pour l'instant, c'est que les bouteilles ne sont. Évidemment, il y a très peu de fournisseurs qui sont capables de faire la reverse logistique dans l'ensemble des magasins, que ce soit chez nous ou ailleurs, hein. Je pense à des gens comme Biocop, il y a beaucoup de magasins. Vous n'allez pas aller dans toutes les Biocop de France et de Navarre récupérer des bouteilles vides, vous en tant que fournisseur. Donc, il y a toute une organisation autour des laveurs. Maintenant, il y a des laveurs dans toutes les régions. Mais il faut que les bouteilles soient des bouteilles qui sont validées et portant le sigle permettant d'être aptes au réemploi. Donc, il y a un petit schéma technique au départ à voir d'ailleurs avec un laveur de votre région qui va vous accompagner là-dessus si vous voulez aller dans ces schémas-là et qui permet d'avoir des bouteilles qui finalement sont toutes interchangeables après et qui peuvent repartir dans des circuits. Donc, les laveurs les reprennent, les magasins contractualisent avec les laveurs de leur région. Quand il y a une volumétrie, 20, 30, 40 caisses selon les cas, les laveurs passent et les reprennent. Ça devient leur propriété, ils les lavent et ils les remettent en marché en les revendant à des conditionneurs. Ok, merci. Merci Philippe. Nadia, on a encore une question.
Bonjour, donc moi c'est Nadia et je travaille pour Terre et Fourchette. Donc c'est une marque de Oui, plats en bocaux consignés. Et moi, ma problématique, c'est qu'en direct, ça se passe très bien. L'ensemble des magasins jouent le jeu de la consigne. Mais quand j'approche des centrales ou des grossistes qui sont intéressés par les produits que je fais, et ben là, ils essayent plus de m'orienter vers le réemploi, donc ne pas facturer le contenant. Sauf que si je pars là-dessus, il faut que je change mon verre pour aller vers un verre moins coûteux, mais du oui, coup moins épais, avec beaucoup de oui. risques de casse. Puisque moi, je stérilise, donc du coup, il faut que mon verre il soit sacrément épais pour subir 3, 4, 5 stérilisations. Et je voulais voir un petit peu, vous, votre vision. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Parce que je pourrais passer sur du réemploi, mais je sais qu'au final, je vais peut-être provoquer plus de casse ou ne pas pouvoir réellement réemployer mes bocaux. Oui, il y a un vrai risque si vous êtes sur des bocaux qui ne sont pas suffisamment prévus pour. Alors nous, on entend, surtout que vous faites de la stérilisation. Vous ne feriez pas de stérilisation, il y aurait moins de fragilité. Mais sur la stérilisation, il y a une vraie fragilité. En fait, la problématique qui se pose aujourd'hui, elle est à la fois organisationnelle et réglementaire. Alors sur le plan réglementaire d'abord, la loi est faite de telle manière que vous ne pouvez pas, et je vais préciser et donner une solution, vous ne pouvez pas consigner à un grossiste un produit qu'il va consigner à un magasin qui va le consigner à un client. D'accord. C'est interdit. Pourquoi? Parce que par la loi, celui qui consigne doit être propriétaire de l'objet qu'il consigne. Et donc si vous faites de la consigne en cascade, ça se complique. Oui. On n'est plus dans ce cadre-là. En revanche, vous pouvez facturer un contenant qui, lui, sera facturé à un commerçant qui, lui, le consignera auprès du consommateur. Et après, il faut mettre en place un schéma avec vos intermédiaires dans lequel chacun va racheter ce contenant une fois qu'il revient, vous y compris. Mm. Et idéalement, je vous donne un tips comme ça, mais si le magasin on va dire une bêtise, mais imaginez que le magasin le consigne 50 centimes TTC, donc 42 hors taxe. L'intermédiaire lui rachète 43, vous le rachetez 44. Ah, donc il faut racheter à chaque fois un peu plus parce que c'est pas Ben, une consigne. vous savez, par définition, si vous voulez qu'il y ait un effort, il faut qu'il y ait une valeur. D'accord. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'effort. Moi, je pense qu'il faut faire de ces marchandises des biens précieux et donc elles doivent être précieuses. Et après, et on ne s'étendra pas là parce que c'est des calculs compliqués, Ouais. mais après, vous êtes gagnant en fait parce que très très vite, votre rachat, même avec le 2 centimes de plus, s'amortit. Oui, mais du coup, j'intégrerai ce prix directement dans le prix de mon produit pour éviter Non, la je pense qu'il faut le séparer. Si vous l'intégrez dans le prix du produit, vous avez un problème de prix public en cascade derrière. Pardon pour la technicité, mais ça peut servir à tout le monde. Vous avez un problème de prix public en cascade derrière, puisque tout le monde va gérer ses taux de marge en fonction. Donc, de mon point de vue, ce qui reste le plus simple sur le plan de l'analytique, mais aussi du calcul des marges réelles sur les produits, c'est de séparer la ligne. Il y a le Oui. produit, puis il y a le contenant. Oui. Bah ça marche très bien en direct, mais avec les centrales ou les grands. Et alors là, c'est le problème organisationnel, c'est qu'aujourd'hui, aucune centrale, aucun grossiste n'est encore organisé, même comptablement, pour faire ça. C'est un Ouais. schéma qui va prendre, à mon sens, encore 2-3 ans à se mettre en place, celui-là. Okay. Bon, bah, on sera encore là alors. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. Merci Nadia, merci Didier. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade de la présentation? Je pense qu'on peut continuer. Bon, alors, oui. Nadia, de Non, nouveau? c'est tout bon? Non, pardon. C'était une erreur, j'ai essayé d'enlever la main. D'accord, c'est bon, on continue, merci.